Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinosaurus. Je suis avec Julien, Lucas et Thibaut et Aude, même s'ils vont pas trop participer, vu qu'ils n'ont pas forcément vu le film. Ce soir, on va parler de Des Shots de Piano Player, un film de Javier Mariscal et Fernando Trueba, donc je vais vous le présenter rapidement. Buenos Aires, mars 1978, Tenorio Junior, un pianiste brésilien, virtuose du jazz. Jazz comment? Jazz samba. Jazz samba, ouais. Jazz samba, donc dans la période de la bossa nova, disparaît mystérieusement dans la nuit argentine. Une quarantaine d'années plus tard, un journaliste new-yorkais du nom de Jeff, interprété par Jeff également Goldblum, se lance sur la trace du pianiste disparu. Le suspense est à son comble. Qu'a-t-il pu lui arriver? Non, en fait, on le sait déjà, parce que c'est dans le titre. Il a été assassiné, il s'est fait tirer dessus. Le film s'appelle Des Shots de Piano Player. Mais donc, bon, pourquoi? Par qui? C'est ça la question. Donc c'est ce journaliste fictif de Jeff qui va enquêter sur sa disparition, qui, elle, est bien réelle. C'est donc un docudrame, donc un film dont le scénario est rigoureusement inspiré d'éléments réels, mais qui incorpore aussi des éléments fictifs, comme Pumping Iron, ou la série Tchernobyl. Le fait de suivre le personnage fictif de Jeff va permettre de rencontrer plein de grands noms de la musique brésilienne, de la musique latine et du jazz, avec une animation très colorée. Donc il y a des interviews et de la musique de Ella Fitzgerald, de Chico Buarque, Joe Gilberto, Tom Jobim, et c'est Gilberto Gil ou c'est Gilberto Gil? Gilberto. C'est Gilberto. Gilbert. C'est Gilles, ça me semble plus logique. Donc c'est voilà, c'est ça le film. Et voilà, merci à tous. Bien résumé. Qu'est-ce que du coup vous en avez pensé? On l'a vu déjà il y a un petit moment, mais donc on va spoiler probablement parce que bon, comme je disais, il y a quand même le truc principal qui se soit fait assassiner qui est dit dans le titre, donc voilà, puis on spoil à chaque fois, donc c'est comme ça. Là, tu as prévu personne de raconter l'histoire. Non, je suis pas allé trop loin dans l'histoire encore. Non, mais c'est vrai que... Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'était une belle découverte. Hein. Franchement, moi j'ai bien kiffé. C'est hyper intéressant. Comme on disait, dès qu'on est sorti de la salle, le film il aborde en même temps un peu l'histoire du pays, t'as l'histoire du gars du coup, et l'histoire de la musique au Brésil dans les années 70, c'est ça? Ouais. Gros. Du coup c'est hyper intéressant comme histoire, et notamment aussi la forme, la manière dont c'est raconté, je trouve... qui utilise, du coup, tu disais le docudrame pour raconter cette histoire. Un peu à la Valsa avec Bachir. Je crois que c'est basé sur des interviews, du coup, tu vois des interviews et après t'as les scènes qui sont racontées. Et là, du coup, comme Valsa avec Bachir en dessin animé. Ça apporte vraiment quelque chose déjà à cette histoire, et le film est hyper intéressant sur tous ces aspects-là, je trouve. Je te laisse dire ce que t'en pensais. Bah ouais, grave, pareil. C'est ça qui est cool avec ce film, c'est que c'est un peu une œuvre totale, c'est ça que j'aime bien. Parce qu'au début on pense qu'on va parler d'un gars, et c'est le cas. Et ça part de lui, mais après ça en explique beaucoup plus sur... je trouve ça vire doucement sur le côté géopolitique, qui est grave intéressant, surtout dans ces pays-là. Donc c'est, en plus d'être un film sur un mec qui déjà, c'est un film très humain, en plus de ça, ça raconte... de par son histoire, il y a l'histoire de plein d'autres gens, de milliers de gens qui sont racontés aussi. Et c'est ça que j'ai trouvé grave intéressant, et c'est super bien mis comme t'as dit, sur le plan visuel, c'est très très beau, et ça fait
ça fait vraiment Brésil, quoi. J'ai envie de ouais. dire. Les Tu couleurs. sens C'est vraiment très le intelligent, Brésil, ouais. C'est très intelligent, ouais, la manière dont ils ont mis ça en image. Et ouais, voilà. Après, que dire de plus? Bah ouais, c'était super, surtout pour la musique. Déjà, je connaissais un peu l'artiste à la base, Tenorio. J'étais tombé dessus comme ça par hasard, un de ces quatre. Déjà, ça m'avait marqué. Et là, du coup, j'étais fou quand j'ai vu qu'il y avait ce film qui sortait, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est abusé. Et voilà, j'étais très content de le voir. Très très content. C'était un très bon moment. Après, il y a peut-être un peu la place des femmes qui est pas forcément hyper bien représentée, je trouve, dans le film. Des fois, j'ai trouvé que ça tournait un petit peu en rond, particulièrement sur sa personnalité. C'est-à-dire qu'on... À qui? Ouais, à Tenorio, À Tenorio. justement. Mhm. Où justement, il y a beaucoup de trucs qui reviennent, je trouve. Comme quoi ce mec était genre vraiment dans son monde, vraiment perché, un petit peu, Oui. et genre qu'il était... Mais c'est vrai que... Je sais pas, à part ça, toute l'histoire qui est développée autour de la... Comment on appelle ça, en gros de la dictature militaire qui s'est installée à ce moment-là. Et toute l'histoire de toute l'Amérique du Sud aussi, parce qu'en fait finalement on pense que ça parle d'un mec au Brésil, finalement ça parle de toute l'Amérique du Sud. Je trouvais ça assez fou, je m'attendais pas du tout en fait à ça. Je trouvais que c'était une bonne surprise. Ouais, ça parle aussi, comme tu disais, de toutes les dictatures qui arrivent en Amérique latine dans les années 60-70 avec la CIA et tout ça. Et donc c'est vrai que ça c'est vraiment la deuxième partie du film, c'est justement quand on parle de sa disparition à Tenorio et que ça fait un moment qu'il le cherche et qu'il commence à suspecter que c'est la dictature militaire en Argentine qui l'a fait disparaître et qui l'a emprisonné et qu'il a buté, quoi. Pour rien. Pour rien. Parce qu'il avait l'air communiste apparemment. Ouais. Parce qu'il avait des cheveux longs. Ouais, c'est une dégaine qui plaisait pas à ce moment-là. Et qui est sorti la nuit, quoi. Et ouais. Et donc sur Tenorio, c'est vrai que on voit beaucoup de choses qui laissent penser qu'il était peut-être pas... c'est un peu un portrait hagiographique et qu'il est peut-être pas toujours des bons rapports avec les femmes entre deux trucs qui sont insinués, quoi, par le film. Deux trucs qui sont insinués, c'est-à-dire Il y a... Il abandonne... Ouais, qu'il abandonne un peu à sa meuf pour s'occuper de ses gosses. Ouais, en fait, dans le documentaire, j'ai trouvé ça un peu bizarre, le fait qu'on passe très très vite sur sa femme, quand même. Et bon, c'est vrai que ça s'est pas trop traité, quand même, le fait que, quand même, le mec... Bon, voilà, chacun sa vie et tout, mais genre, tout le film, genre, on l'encense et tout, etc. Mais oui, l'artiste, machin, c'était vraiment quelqu'un de super gentil et tout. Bon, le mec, il se barre quand même avec sa maîtresse en tournée dans un pays où il y a une dictature, alors qu'il a 5 enfants au pays avec sa femme qui l'attend. Enfin, genre, ouais, j'ai trouvé ça. Et quand on trouve sa femme, genre, quand il retrouve du coup Jeff, le personnage qui mène une enquête, le côté enquête est hyper cool aussi d'ailleurs dans le film. Ça m'a fait un peu penser à Sugarman aussi, je sais pas si on pourra en parler tout à l'heure. Mais ouais, quand il retrouve la femme de Tenorio, bon bah ouais, il est un peu triste pour elle, quoi, mais bon, finalement on la voit pas plus que ça et elle parle pas plus que ça. Alors après, peut-être qu'en soi dans l'enquête, quand ils ont mené cette enquête, voilà, elle n'avait pas plus parlé que ça, mais je sais pas, c'est pas cette histoire-là, cette partie-là de l'histoire est pas traitée. Je trouvais ça un peu dommage, voilà, moi personnellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Non, C'est- même si j'ai beaucoup aimé le film. C'est ce qu'il aurait dû avoir à la place de ce côté répétitif qu'il y a sur Tenorio, il était si spécial, nana, truc qui revient souvent. Ouais, c'est ça. Ça aurait dû être ça à la place.
Il y a quelques longueurs dans ce style-là, moi, je Ouais. trouvais. Mais... Et ça aurait pu Ça. rajouter un peu de la profondeur au personnage, parce que là, il y a quand même un portrait qui est vachement éthéré, je trouve, même à la fin du film, de Tenorio. Ouais. J'ai l'impression d'en avoir appris beaucoup sur justement cette période-là au Brésil, mais pas tant sur ce pianiste-là en particulier, même si effectivement il reconstitue sur son meurtre aussi, j'en ai appris pas mal, mais sur vraiment quelle personne il était, pas trop. Et justement par rapport à Sugarman, à la fin de Sugarman, Rodriguez, là, c'est ça Ouais, Sixto Rodriguez, ouais, c'est ça. Tu te fais une idée de la personne qu'il est, quoi. Tu vois le gars que c'est dans le film, ou du moins il te montre ce qu'ils veulent te montrer de qui il est, quoi. Ouais. Mais là, on reste vachement aussi en surface, et le film, comme s'il osait pas trop rentrer dans son intimité, vraiment, ou parler de ça, quoi. Peut-être qu'il a pas pu, je sais pas. Ouais, peut-être qu'il a pas pu aussi, ouais. Pardon. Mais ouais. La scène, tous les enregistrements originaux quand même de genre Ella Fitzgerald qui vient dans le club et ça, qui c'est une chante. scène excellente. Ah ouais, musicalement il y avait des super trucs et le fait qu'il, quand il va voir les gens, je sais plus qui il va voir, je sais plus si c'est Jean Gilberto ou Gilberto Gil. T'as l'enregistrement original de l'interview et en même temps avec l'image et le dessin, et j'ai trouvé ça trop cool. Vraiment, c'était trop bien et ça donnait vraiment une authenticité et en même temps le dessin ça donne une distance et le contraste était hyper intéressant, hyper bien fait. Parce que du coup, ils ont fait des trucs en rotoscopie pour ces scènes. Ouais, en fait, Souvent. justement, ils ont mélangé des procédés parce qu'ils utilisent la rotoscopie pour certaines scènes où ils ont une interview vidéo. Mais par exemple, il y a des scènes, comme la scène, c'est avec Ella Fitzgerald qui chante, qui est un enregistrement, et du coup elles sont mises quasiment au même niveau, toutes ces scènes, avec que ce soit juste des enregistrements, ou que ce soit des interviews filmées des années 70 ou récentes. Et du coup, vu qu'ils animent tout, tu as que l'audio d'origine, et tu as une représentation visuelle qui est plus ou moins tirée de ce qui a été filmé, de ce qu'ils ont reconstruit quoi, en dessin. Et donc ça fait que tu as des archives qui sont incorporées au film, quoi. Comme si c'était... et qu'elles ont toutes le même niveau, quoi. Il n'y a pas un truc où tu te dis, ah c'est plus vieux parce que c'est un enregistrement d'une personne qui a été fait avant ou après, et là c'est plus du dessin. C'est cool. Peut-être explique ce que c'est que la rotoscopie. Et donc ouais, la rotoscopie c'est un procédé d'animation. Donc, qui permet de prendre un film et en dessinant les contours des personnes qu'on filme ou des objets qu'on filme, de l'animer en faisant ça image par image. Donc après, aujourd'hui, il y a des techniques de rotoscopie sur tablette graphique, sur ordinateur, qui sont plus automatisées, et il y a même des techniques en fait qui utilisent l'IA, comme des logiciels comme UbiSynth, et là c'est ce qu'ils utilisent dans ce film. À la fin du film, on voit au générique le nom des personnes qui sont créditées pour avoir fait cette animation avec cet outil-là. Ça demande quand même énormément de travail, mais ça permet, avec un budget moindre et sans redessiner chaque image, en redessinant que quelques-unes, d'avoir une animation qui soit quand même lisse et bien faite, en remplaçant du coup des vrais acteurs par des dessins. Et du coup ça y est beaucoup dans ce film. Et il y a aussi des passages qui sont juste du dessin animé traditionnel, et il y a des passages qui sont aussi même en 3D. Donc il y a vraiment plein de techniques différentes qui sont utilisées pour l'animation, mais avec des couleurs et l'ambiance qu'il y a, et le design, il y a quand même une cohérence qui est... Ouais, c'est ça, c'est que malgré la diversité des techniques, ça reste hyper cohérent visuellement. Au début du film, je me rendais pas compte qu'il n'y avait pas tout le temps les mêmes techniques. Et puis après, finalement, tu finis par le voir quand même un petit peu, je trouve, de moment, mais ouais. Sur mais un c'est même pas image, gênant. tu as plusieurs techniques en même temps. Et c'est bien en fait. Ils prennent le meilleur de chaque technique, ce qui est le plus facile à faire sur telle technique, sur telle technique. Moi, c'est la première fois que je vois. Ah, peut-être, tu vois, il y avait Valse avec Bachir, comme tu disais, où c'est en dessin comme ça. C'est vrai que le dessin fait un peu penser à Valse avec Bachir. Ouais. C'est de la rotoscopie aussi, je crois, pas mal.
comme le Congrès. Mais ils n'avaient pas utilisé d'IA du coup. Non, non. Ça c'est vraiment un truc de maintenant. Quoi. Il y a le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi qui utilise beaucoup de rotoscopie. Et même les vieux Disney, il y a beaucoup de rotoscopie. Ouais. C'est quasiment que ça en fait. Au final. Ouais, il y en a pas mal, mais il y a aussi d'animation de zéro, quoi. Tu veux dire avec les dessins qui font un après l'autre? Ouais, ouais. Mais après, la rotoscopie, c'est aussi des dessins que tu fais les uns après les autres, mais sans partir d'une base sur laquelle tu redessines. Dans le livre de la jungle, pour la danse des animaux, tu vois, tu peux t'inspirer d'une danse que quelqu'un fait, mais c'est pas en redessinant sur la personne que tu vas avoir, le même mouvement, quoi. Parce que sinon, tu vas pas avoir la même morphologie. Donc il faut redessiner chaque mouvement correctement. Et la scène avec Ella Fitzgerald, c'est de l'animation classique. C'est de l'animation pure. Ouais. Elle est trop bien cette scène. C'est, genre t'as Ella Fitzgerald qui sort elle joue à un endroit et elle enlève ses chaussures, elle court pieds nus de cet endroit jusqu'à un autre club où il y a le groupe qui l'attend, qui joue déjà, et toi elle monte sur scène et elle chante, c'est trop bien cette scène. Et t'entends que le public et là d'un coup il commence l'enregistrement original de l'époque. Avec la continuité des dessins, ça crée un effet vraiment trop bien. Et c'est le moment où ils décrivent vraiment le Brésil à l'époque avant les dictatures et tout ça. Ils te décrivent ça comme le paradis sur Terre, quoi. Alors, il faut rêver ces scènes. Ouais, il y a vraiment un côté âge d'or qui est terminé dans la scène où il retourne justement dans la rue où il y avait toutes les boîtes de Bossa, et tu revois la rue et tu vois que maintenant c'est genre il y a un lotissement, les gens ils sont garés là parce que c'est quelconque, quoi, vraiment. Ouais. Et tu te Alors dis, c'est vraiment des lieux quoi. historiques pour la musique, quoi, et pour la culture. Mais c'est fou, même genre cette musique-là, la bossa nova, elle était à l'époque, genre c'était vraiment le top du top, quoi. Il y avait c'était le son véritablement nouveau et tout, et puis aujourd'hui, même dans ce qui sort dans les musiques, dans les productions actuelles, il y a plus la bossa nova. Il y a vraiment plus, on n'est plus sur la même recherche harmonique et mélodique qu'il y avait à cette époque-là. Et c'est fou, quoi. Il y a eu effectivement, il y a eu culturellement un fossé, quoi, à partir de ce moment-là, quoi, qui s'est créé. J'ai l'impression. C'est le dernier moment où le jazz a été populaire, la bossa nova. En vrai, je dirais pas ça exactement, mais c'est vrai que c'est arrivé à un moment donné où le jazz commençait à devenir pas qu'il devenait moins populaire, en tout cas il était un peu remplacé par le rock et le blues qui arrivait aussi et qui commençait à avoir beaucoup de succès, notamment en Europe. Et voilà, quoi. Donc ouais, en gros, ouais, ça fait partie un peu des derniers, le Latin Jazz, ça a été le dernier... le dernier coup de... Le dernier coup d'éclat un peu le dernier coup d'éclat, parce qu'après... Ouais, sur le jazz populaire, parce qu'après, justement, après ça, le jazz commence à devenir plus une musique un peu plus élitiste, en fait. Je trouve, après, c'est que ma vision des choses, mais le jazz commence à se renfermer un petit peu sur lui-même à cette période-là, dans les années 60. Il y a le cool bop avec Miles Davis, et puis après il y a Coltrane qui arrive et qui... même si j'adore Coltrane, mais c'est vrai que pour le grand public ça devient un petit peu plus hermétique quand même comme style, quoi. Ça devient beaucoup plus difficile à écouter, quoi. Et ouais, alors que la bossa nova, il le montre dans le film, c'est que c'est le monde entier qui dansait la bossa nova, quoi. C'est super populaire et les gens ils viennent pour danser, c'est pas un truc intello, c'est un truc de... Et notamment avec la nouvelle vague aussi, comme ils en parlent, ça c'est trop cool aussi, hein. Les scènes où tu vois les tournages de la nouvelle vague, dessinés, quoi, tu peux réimaginer,
c'était assez... je sais plus, Ouais, il y a les scènes de Jules et Jim de François De Truffaut. Même le titre du film qui est une référence à Et- Truffaut. Oui. Ouais. C'est quoi le titre du Truffaut déjà? Ils ont tiré sur le pianiste, je crois. Ouais, c'est... Un truc comme ça. Et moi, ce que j'ai vu, Lucas, c'est qu'il disait que Tenorio Junior, c'était un pianiste de jazz samba à l'époque de la bossa nova. Et donc moi, j'aurais juste dit que c'était un pianiste de bossa, mais pourquoi? Alors, en fait, faut écouter un petit peu. En vérité, la bossa nova, grossièrement, c'est plus ou moins de la samba. Sauf que en fait, le rythme, la bossa nova, en fait, là où c'est vraiment intéressant, et que ça a créé un son nouveau à l'époque, c'est parce qu'il s'inspirait et à la fois des harmonies jazz, et en même temps, eux, de leur culture rythmique, en fait, qui venait surtout de la samba, particulièrement, pour la bossa nova, en tout cas. Et en fait, ça créait vraiment un son nouveau, par la fusion de ces deux styles, grossièrement. Et la samba, en fait, c'est la clave, parce qu'en fait, dans la musique latine, ils utilisent ce qu'on appelle des claves, c'est-à-dire des figures rythmiques qui se répètent. C'est le genre de truc que vous entendez beaucoup quand t'écoutes de la salsa aussi, quand t'écoutes... donc du coup, c'est la figure rythmique sur laquelle souvent tout l'orchestre va se greffer en fait. Et la clave bossa nova, en fait, c'est une clave samba qui a été ralentie en fait. Voilà. Et en fait, quand on écoute Tenorio, on se rend compte quand même que c'est quand même assez rythmique quand même. La bossa nova, il y a quand même... c'est quand même vachement plus lent. Et ça a un aspect, en tout cas quand on l'écoute, beaucoup plus, un peu plus mélancolique. Alors que je sais pas si vous vous rappelez de la scène où ils sont dans le studio et qui jouent le morceau de Tenorio quand il fait l'album. C'est quand même une musique quand même assez rythmée et ça fait plus penser limite et la manière dont les gars ils jouent, dans la manière dont ils font leur solo, etc. Il y a quand même vachement de références et au jazz, au bebop, au jazz New Orleans aussi. Et voilà, donc du coup, jazz, samba. La bossa nova, c'est beaucoup plus, c'est un aspect, comme je disais, un peu plus mélancolique quand même. Et surtout là, c'est de la musique instrumentale. Enfin, Tenorio faisait de la musique instrumentale. La bossa nova, c'est quand même des chansons quand même. Il y a quand même pas mal de textes. D'ailleurs, il y a Vinicius, je crois, qui qui connaissait du coup Tenorio et qui jouait avec lui. Ben voilà, Vinicius, c'est des compositeurs, mais c'est aussi des poètes, quoi, souvent les créateurs de... Il est juste parolier en plus. En plus, lui, il est peut-être juste parolier, ouais, c'est vrai. Et ils se sont rencontrés, ils ont beaucoup aimé ce qu'il faisait, et en gros, il écrivait les... Et oui, c'est vrai, parce qu'il raconte sa rencontre avec Tom Jobim, qui lui, du coup, Tom Jobim est un arrangeur et compositeur, ouais, c'est vrai. Okay. Non, j'ai juste dire, en parlant de jazz, que du coup, Jeff Goldblum est pianiste aussi. Ouais. Mais j'ai jamais écouté ce qu'il faisait. Mais il fait du jazz aussi. Ouais. Ouais, il est un peu dans un délire crooner, je crois. J'ai jamais trop écouté, je t'avoue. Ouais, c'est genre il se la pète. Non, pas il se la pète, mais genre, après, tu vois, genre en mode crooner, quoi. Un peu dans le délire Frank Sinatra et tout. Je t'avoue, j'ai pas trop écouté Jeff Goldblum. Mais ça m'a pas trop étonné quand j'ai vu que c'était Jeff Goldblum qui était dans le truc, quoi. C'est cool qu'il ait eu, ouais. C'est bien qu'il soit lui le narrateur du film. Il est marrant, quoi, à suivre comme personnage. Après que ce mec, il est quand même assez, culturellement parlant, il est quand même assez symbolique, quoi. Bon, je comprends que son histoire, elle soit si intéressante et que des gens se soient vraiment motivés à faire un film sur lui. Je sais pas s'ils le savaient à la base, du coup, peut-être pas, parce qu'ils ont fait l'enquête, mais son histoire à lui, c'est vraiment un fait de société, quoi, là-bas. Parce qu'il y a plein de gens, et dans d'autres pays, et même j'étais étonné de voir qu'il y avait des pays, genre je sais plus lesquels, mais qui ont été dans lesquels il y avait des milliers et des milliers de personnes qui ont disparu comme ça. Le Chili, avec Pinochet. Ouais, le Chili avec Pinochet, mais il y en avait un autre, et il parlait du premier. C'était un petit pays, je crois, au nord de l'Amérique du Sud. Petit. Honduras. Ouais, je sais plus. Je sais plus exactement. Ouais. Mais
c'est abusé. Et chez eux, il y a encore des familles qui cherchent qui cherchent des gens, quoi. Et c'est un film assez important, je pense, pour ça, quoi, particulièrement. Un peu un film témoignage pour. Et c'est fou parce qu'à la base, moi vraiment ça m'a surpris, quoi. Je pensais pas que ça allait avoir d'un coup ce côté vachement politique. Mais très cool du coup. Très très cool. Il y a Blue Giant aussi qui est sorti sur le jazz, on n'a pas eu la chance de voir encore. Mais qui est un film Qui a japonais des par scènes. contre. Ouais, c'est un dessin animé japonais. Et pas hispano, franco, hollando, chilien comme des shots de piano player. Ouais, qui n'est absolument pas, C'est pas brésilien. brésilien en fait. Ouais. Le réel est espagnol et la production est à peu près tout sauf brésilien. Ouais. Blue Giant, je suis curieux. Mais juste à cause de la musique. Mais après, ça a l'air d'être plutôt shonen, quoi, dans le délire. Vraiment d'être, je deviendrai le plus grand dresseur de saxophone du monde. Il va y avoir des concours, ils vont faire des versus de saxophone. Après, c'est ça qui est rigolo, parce que dans le jazz, genre, c'est quelque chose. La compétition, ça fait un peu partie quand même de la culture du jazz, particulièrement à partir du bebop. Et avec le chef de file, c'est un peu Charlie Parker, quoi. Et qui était saxophoniste d'ailleurs. Et du coup, ça se prête bien justement le jazz à ce genre de délire, quoi. Un peu vraiment à la japonaise et tout, en mode on va se prendre en duel, quoi. C'est des choses qui sont déjà arrivées. Il y a des enregistrements même de musiciens qui se mettent un peu au défi, quoi, tu vois. La rivalité. Donc Tenorio, il s'est peut-être fait assassiner par un concurrent, en fait. Par le mec de... Non, c'était pas un pianiste. C'est pas un pianiste dans Blue Giant, a priori. Ouais. Non. C'est peut-être Jeff Goldblum, en fait. C'est Jeff Goldblum qui l'a tué, en fait. Juste parce qu'il voulait faire un film. Un vrai complot. C'est fou quand même que le mec se soit fait juste arrêter, vraiment à cause du fait qu'il avait les cheveux longs, quoi. C'est abusé. Ouais, ça craint. Quoi ? Les coiffeurs. Tu dis ça pour nous, c'est ça? Non, c'est pas vrai, en plus, moi, je suis pas chez le coiffeur. Je me fais moi. Ça se voit. Que dire de plus? Thibaut? L'enquête, vous n'avez pas parlé trop de l'enquête. La temporalité, genre de quand il découvre quoi, etc., c'était un peu... des fois, j'étais un peu perdu. C'est parce qu'il y a pas mal de flashbacks, etc. Du coup, j'étais un peu perdu, mais... Ouais, il fait 15 pays aussi, je me Ouais. dans le film. Il y a 12 endroits, il remonte, il reva, il revient. Si, il y a cette... justement, pour rencontrer la femme de Tenorio, c'est quand même un peu... il y a la cabine téléphonique là, qui sonne au milieu du désert. C'est vrai. Il y a ce truc-là là, où tu comprends qu'elle vit dans le dénuement le plus total, alors que bon, il a quand même dû vendre quelques disques, le gars, s'il est aussi... Enfin, si... Il y a un documentaire qui est fait sur lui. C'est plus qu'il est plus reconnu que enfin, Ouais, j'imagine que c'est pas non plus... C'est pas Michael Jackson, mais... Ouais. Mais je sais pas, enfin, elle a l'air... Bon, en tout cas, il te la montre pas comme malheureuse, mais elle est au milieu d'un village où tu vois qu'elle est vraiment reculée de tout et paumée, quoi. Et ouais, il y a cette petite mise en scène où tu vois la cabine téléphonique sonner et il y a personne qui répond. Après, il y a un gamin. Et après, ouais, on se demande mais qu'est-ce que c'est cet endroit et tout. Et puis après, on revient dessus. Ah, c'est bien foutu. Il y a plein de trucs très intelligents, quoi, dans la manière dont c'est fait. Mais tu baignes vraiment dans la culture brésilienne de cette époque. C'est ça qui est très intéressant pour les gens qui aiment cette époque-là et cette culture-là, genre vraiment foncé, quoi. Je ne peux que le... Comment on dit déjà? Le recommencer chaudement. Le recommander chaudement, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Vraiment. très bon film. Non mais au niveau de l'enquête, Ouais. non mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le film mais j'avais pas grand chose à dire dessus.
apporter par rapport à ce que vous disiez, mais pour répondre à ta question, Thibaut, en fait, au niveau de l'enquête, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça démarre, ils savent donc il a disparu, Tenorio, mais ils savent pas exactement ce qui lui est arrivé. Et en fait, au fil de l'histoire, ils vont un petit peu enquêter, ils vont interviewer plein de gens. Et en fait, ils vont se rendre compte que en fait, donc, il a été kidnappé un soir par la police, l'armée, pardon, c'est l'armée, c'est ça, Ouais, c'est l'armée. brésilienne, et en fait, qu'il a été enfermé dans une prison et qu'il a été en fait torturé et tué. Mais finalement, ça passe assez vite au second plan parce qu'en fait, c'est tristement banal en fait. Finalement, ce qui lui arrive, c'est l'histoire de milliers en fait, de parmi personnes. d'autres. Voilà. Et on raconte son histoire à lui parce que c'était quelqu'un qui était connu et qui était reconnu. Mais en vrai, en fait, après, ce qu'ils disent à la fin, c'est que finalement, il y a encore plein de gens qui ont disparu et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc en fait, c'est vrai que c'est une enquête, mais enfin, moi, j'ai trouvé en tout cas que l'enquête après devient assez vite secondaire en fait, et c'est plus l'histoire, le drame de la dictature en fait, de manière générale quoi. Et il y a des éléments du film de polar dedans, des codes où vraiment c'est... Il y a Si, quand même, il y a un son petit peu. indique. Il y a son indique, ouais. Ok. Il y a pas- le moment où il ouais. voit son indique, ils vont bouffer des trucs ou quoi, ils sont en bagnole, ils sont en... Mm. Et il dit ouais, j'ai trouvé un contact avec lui, mais en gros c'est juste pour agencer un peu, j'ai trouvé que c'était une façon d'agencer les différentes scènes, les différentes interviews entre elles, et ça permettait d'avoir une narration qui était justement pas forcément chronologique au niveau de la vie de Tenorio, parce que c'est chronologique au niveau de l'enquête, mais ça veut dire qu'il découvre pas forcément les choses dans l'ordre, enfin c'est plutôt thématique, il va parler avec une personne, elle veut lui parler de tel aspect de sa vie, de la musique, sa femme, de sa vie du coup un peu quand même conjugale. Donc C'est vrai. ça dépend des enfin il rencontre c'est plutôt les gens qui l'interviewent et qui rencontrent qui vont faire remonter tel ou tel événements qui sont du coup pas chronologiques. Et à chaque fois, ouais, ce personnage qui arrive comme une espèce de sidekick et... Parce qu'à la base, Le le guide. journaliste, c'est un journaliste musical. Donc ce qui l'intéresse aussi, c'est de connaître l'apport, ce que Tenorio a apporté à la musique, à la bossa, etc. Et en fait, après, il se rend compte qu'il y a un petit mystère. Mais c'est vrai que dans la plupart des entretiens qu'il mène, il s'intéresse aussi beaucoup à la personne, comment il était, etc. Et il y a plein de moments d'ailleurs où l'enquête avance pas du tout. Ouais. Où justement, vous disiez que c'était un peu répétitif et tout le monde dit ah bah oui, il était super. Et d'ailleurs le journaliste il ne fait pas un film, il fait un bouquin. Donc sur Tenorio, mais qui est plus ou moins le film qu'on est en train de regarder, quoi. C'est une mise en abîme du documentaire avec l'auteur du bouquin. Voyez-le si vous l'avez pas vu, c'est pas un film qui a fait beaucoup parler de lui, mais il mérite le coup d'œil. Et voilà, c'était Kinosaurus. Bonne nuit. Salut, À bientôt. salut. Salut.